Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. J'ai remarqué que je vous parlais souvent d'inflation sur la chaîne, notamment lorsque j'évoque les actions de la Réserve fédérale américaine et les possibles conséquences de leur politique monétaire. La plupart d'entre vous avaient une bonne connaissance des marchés et de l'économie, mais je me suis dit que ce serait tout de même une bonne idée d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce que l'inflation, comment et pourquoi l'inflation est créée et quelles en sont ses conséquences. D'abord, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est une perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et des services que nous achetons. C'est un phénomène économique persistant qui fait monter l'ensemble des prix. En d'autres mots, avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'auparavant d'une année à l'autre en raison de l'augmentation générale des prix. C'est ce phénomène qui vous exaspère lorsque vous réalisez que les aliments à l'épicerie coûtent plus cher cette année que l'an dernier, que l'essence est toujours plus dispendieuse et que le prix des logements augmente constamment. À travers le temps, l'inflation annuelle a beaucoup varié entre périodes de stabilité, d'instabilité, d'inflation et de déflation. De l'inflation galopante des années 70, qui se situe autour des 10 à 12 %, l'inflation se maintient aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années, autour de 2 %. Malgré les variations annuelles, depuis 1914, au Canada, l'inflation annuelle moyenne est d'environ 3 %. Un élément important à saisir, c'est que l'inflation est composée annuellement, ce qui veut dire que la perte de pouvoir d'achat à long terme est exponentielle. Par exemple, un bien acheté pour 1 $ en 1913 nécessiterait 26 $ et 4 sous pour être acheté en 2020. Une augmentation du prix de 2504,01 %. Autrement dit, le dollar de 1913 vaut aujourd'hui 4 sous. Comment fait-on pour mesurer l'inflation? L'inflation est mesurée par les bureaux de statistiques nationaux des différents pays. Par exemple, au Canada, Statistique Canada se charge de mesurer l'inflation et de publier un taux annualisé mensuellement. La donnée publiée s'appelle l'IPC pour l'indice des prix à la consommation. Pour calculer l'IPC, Statistique Canada observe la variation des prix de centaines de biens et services qui représentent un panier de consommation d'un ménage canadien moyen. Ensuite, les biens et services sont réunis en grandes catégories comme le logement, l'alimentation, le transport, auxquels on attribue une pondération en fonction de leur poids dans la consommation des Canadiens. Par exemple, le logement pèse pour 27,3 %, l'alimentation pour 16,4 %, l'essence pour 3,1 %, etc. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment et pourquoi l'inflation est-elle créée? Plusieurs éléments peuvent expliquer l'inflation. On parlera par exemple d'inflation par la demande lorsque la demande pour un certain type de biens et services surpasse l'offre sur les marchés. Par exemple, tout récemment, on a vu les prix des masques et des équipements de protection personnelle exploser. On peut aussi parler d'inflation par les coûts, lorsque les coûts de production tels que les salaires ou les matières premières nécessaires à la production augmentent pour les entreprises. L'augmentation du prix du pétrole décrétée par l'OPEP au cours des années 70 est un bon exemple d'inflation par les coûts. Compte tenu que le pétrole est utilisé dans une majorité des biens et services produits dans notre économie, les prix d'à peu près tout a augmenté avec la hausse du prix du pétrole. Toutefois, on ne peut pas expliquer une hausse généralisée et durable des prix par une hausse ponctuelle du prix d'un bien ou d'un service ou par la hausse du coût des facteurs de production. Dans les deux cas, la hausse des prix est isolée et limitée. L'inflation générée par un accroissement de la demande à la grandeur de l'économie ne peut se générer d'elle-même. Dans le même sens, la hausse d'un facteur de production ne peut générer en soi de l'inflation généralisée et persistante. Pour que l'inflation se produise de façon systémique et soutenue, un paramètre doit réellement être affecté et c'est la masse monétaire, soit la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Par monnaie, on parle bien sûr des pièces et des billets, mais aussi de l'argent détenu dans vos comptes chèques et épargne en plus de certains dépôts à terme. Comme le dit Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout
un phénomène monétaire. Autrement dit, l'inflation est créée par les gouvernements et les banques centrales car ce sont eux qui peuvent influer de façon importante sur la masse monétaire. À travers les siècles, la sirène de l'inflation a toujours su séduire les gouvernements les uns après les autres pour les mener inévitablement vers le désastre économique. Et ce, principalement en raison de la confusion qui existe entre monnaie et richesse. La monnaie que détient un pays ne détermine pas son niveau de richesse. C'est ce qu'il produit et consomme qui est richesse. La nourriture, les vêtements, les maisons, les industries, les chemins de fer, les barrages hydroélectriques, les routes, les autos, etc. Bien sûr, si vous aviez plus d'argent, vous pourriez consommer davantage. Le problème, c'est que les plus naïfs en tirent la conclusion que si l'État imprimait plus de monnaie, plus de billets et qu'il le distribuait à tout le monde, nous serions plus riches. Toutes les raisons semblent bonnes pour faire fonctionner la planche à billets, qui aujourd'hui ne consiste qu'à appuyer sur les touches d'un clavier d'ordinateur afin d'ajouter, comme par magie, des milliards de dollars dans les comptes des banques commerciales. Boucher le trou d'un déficit, se guérir d'une dépression, donner un coup de fouet à l'économie, réaliser le plein emploi, etc. Toutes ces raisons sont valides aux yeux des autorités monétaires et du gouvernement pour faire fonctionner l'impression monétaire virtuelle. La réalité, c'est que lorsqu'on a plus d'argent dans le système, chaque dollar perd un peu de sa valeur et fait augmenter les prix de tous les biens et services. Doubler la quantité de monnaie en circulation ne double pas le pouvoir d'achat. Lorsque la masse monétaire augmente et que la production ne suit pas, une quantité augmentée de monnaie veut acheter une quantité inchangée de biens. Donc, les prix ne peuvent qu'augmenter. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'inflation émane des politiques des gouvernements et des banques centrales. Alors, quels sont les éléments qui peuvent faire augmenter de manière substantielle la masse monétaire? D'abord, du côté des banques centrales, on a le contrôle des taux d'intérêt. Un faible taux d'intérêt participe à l'expansion de la masse monétaire en stimulant les prêts et la création de monnaie, alors qu'un taux d'intérêt élevé a l'effet inverse. Ensuite, certaines banques centrales peuvent réguler les taux de réserve des banques en fonction des dépôts. L'effet est similaire à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt dans ce cas-ci. Les banques centrales peuvent aussi utiliser d'autres politiques monétaires qui influent de façon importante sur la masse monétaire, comme l'assouplissement quantitatif, qui consiste à la création pure et simple de monnaie similaire à l'impression de billets. Du côté des gouvernements, les politiques fiscales peuvent éventuellement influer sur la masse monétaire, notamment lorsque le gouvernement s'endette pour dépenser plus qu'il ne le peut ou ne veut récolter en impôts. Les déficits systématiques et continus ont souvent créé des montagnes de dettes pour les États qui, surendettés, finissent par les payer avec de l'inflation. L'inflation constitue donc la pire forme d'impôt car elle est la plus dangereuse. Pour revenir à la masse monétaire, on ne peut pas dire toutefois que si elle augmente de 100%, que chaque dollar perdra 50% de sa valeur. Un autre élément peut accélérer l'inflation au-delà de l'accroissement de la masse monétaire et ce sont les anticipations face à celle-ci. Si les gens ont l'impression que le volume de monnaie future continuera d'augmenter, cette impression devient une sorte de prophétie autoréalisée, ce qui crée une spirale inflationniste quasi impossible à stopper. Une fois l'hyperinflation installée, la valeur de la monnaie décroît plus vite que l'accroissement de la masse monétaire. Quelques exemples, le Zimbabwe, l'Allemagne de Weimar, le Venezuela et peut-être que le Liban entrera bientôt dans cette catégorie avec une inflation dépassant les 80% cette année. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'inflation? Premièrement, lorsqu'il y a inflation, les prix augmentent plus vite que les salaires, ce qui crée une baisse du pouvoir d'achat et donc une baisse du niveau de vie en général. On peut acheter moins de biens et services avec la même quantité de monnaie. L'inflation n'affecte pas tout le monde de façon égale non plus. Les groupes qui sont les premiers à recevoir cette nouvelle injection de monnaie dans l'économie bénéficient de l'inflation. Mais ceci se fait au détriment des autres groupes. Ce sont souvent les plus pauvres qui en souffriront le plus. Quand ces derniers verront leur revenu augmenter du fait de la propagation progressive de l'inflation dans l'économie,
le prix de tous les biens et services aura déjà augmenté de façon importante. Ainsi, l'inflation participe à augmenter les inégalités sociales. Avec la hausse des prix, le coût pour faire des affaires augmente aussi et affecte grandement les entreprises. Les taux d'intérêt finissent par grimper, ce qui augmente le coût du service de la dette, comme pour les hypothèques. Je me rappelle d'ailleurs que mon grand-père m'a dit une fois qu'il avait déjà payé jusqu'à 18% d'intérêt sur son hypothèque au cours des années 1980. En outre, lorsque l'inflation décolle, il est très difficile de la contrôler et plus souvent qu'autrement, comme dans les exemples mentionnés précédemment, elle ruine les nations en provoquant leur débâcle économique. Pour cette raison, à l'aide de leurs outils, les autorités monétaires des différents pays tentent de maîtriser l'inflation en la maintenant autour de 2%. Néanmoins, les nouvelles politiques monétaires introduites au cours des derniers mois pour contrer la récession pourraient poser un risque et précipiter un retour de l'inflation. Enfin, je garde l'analyse de tout ça pour un prochain vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ce fut un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous comprenez un peu mieux le phénomène économique de l'inflation après cette vidéo. À la prochaine.